Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Astronomo. Aujourd'hui on va parler du mot constellation, et pour savoir ce que ça veut dire, on va commencer par regarder son étymologie. Le mot constellation vient du latin, et on peut le décomposer en deux parties, comme qui veut dire avec, ensemble, et stella qui veut dire étoile. Constellatio, ça voulait dire la position respective des astres. En astronomie, constellation, ça représente un ensemble d'étoiles reliées par des traits imaginaires sur le ciel et qui représentent quelque chose. Vous connaissez tous la grande ourse par exemple, qui ressemble à une casserole avec un manche et le creux de la casserole. C'est en général un point de repère qu'on apprend très vite quand on s'intéresse un peu au ciel, voire même quand on ne s'y intéresse pas, c'est dans la culture populaire. Mais comment ça se fait qu'il y a des dessins dans le ciel? Pourquoi est-ce que l'être humain voit des dessins dans le ciel? Eh bien pour le comprendre, on va devoir s'intéresser au cerveau humain et à ses automatismes. En effet, votre cerveau fait battre votre cœur, fort heureusement, on n'a pas besoin d'y penser. Il reçoit aussi et analyse toutes les informations visuelles, auditives, sensorielles que l'on reçoit, et il fait tout un tas de choses dans le corps qui sert à son fonctionnement. Par exemple, si je vous dis « respirer », je suis à peu près certaine que là, tout d'un coup, vous avez conscience de votre respiration, alors que normalement, le cerveau le fait tout seul, fort heureusement. Mais les automatismes du cerveau ne se limitent pas à ça. Il y a aussi des automatismes pour la cognition, c'est-à-dire tout ce qui est compréhension de ce qu'on voit, de ce qu'on entend, compréhension des gens, et puis tout ce qui est raisonnement. En fait, notre cerveau nous illusionne la plupart du temps, et on ne se rend pas forcément compte. Ça s'apprend, en fait, de développer son esprit critique. Et notamment, il y a un automatisme du cerveau qui nous intéresse beaucoup aujourd'hui, c'est la reconnaissance automatique des visages et des motifs familiers dans à peu près tout et n'importe quoi. Dans les feuillages, dans les nuages, sur des murs, sur Mars par exemple. Et bien ça, c'est très utile pour reconnaître des visages par exemple. Par contre, ça peut aussi créer des conspirations quand on s'amuse à reconnaître des cuillères sur Mars, ou des visages sur Mars, voire des triangles Illuminati, ou que sais-je, des tonnes de choses. Je crois qu'on a même vu un cercueil sur Mars une fois, et puis un rat. Voilà. Et donc pourquoi est-ce qu'on a ça? Eh bien c'est parce qu'au niveau de l'évolution, c'était vachement bien. Pourquoi? Eh bien, parce que nos ancêtres, il y a très longtemps, c'était sûrement pas des humains, je sais pas de quel animal il s'agissait, avaient développé ce trait-là, et ceux qui l'avaient, c'est-à-dire ceux qui voyaient des prédateurs partout, même quand il n'y en avait pas, survivaient. En effet, si vous voyez un prédateur et qu'il y en a vraiment un, vous fuyez. Si vous voyez un prédateur et qu'il n'y en a pas, vous avez juste eu un peu peur, et puis vous continuez votre vie, vous aurez des descendants, et tout va bien. Par contre, ceux qui ne voyaient pas de prédateurs partout, donc quand il n'y en avait pas, mais aussi qui n'en voyaient pas quand il y en avait, ceux-là mouraient, avec toute leur descendance. Exit de l'évolution. Et donc on a conservé ce trait. La conférence de Thomas Durand de la Tronche en Biais sur leur chaîne, je mets là, dans le lien dans la description, est très bien faite et très rigolote sur le sujet, je vous invite à la regarder. Et donc on a conservé ce trait, et donc aujourd'hui c'est automatique. Quand on regarde le ciel et qu'on voit une casserole, on voit une casserole, on relie automatiquement, selon notre culture, les traits pour faire un dessin. Je fais une petite pause ici parce que j'ai malencontreusement oublié de vous dire que ce mécanisme s'appelle la pareidolie. C'est pourtant un très joli mot, mais voilà, j'avais oublié, et c'est un mot important pour ce dont on parle aujourd'hui. Bon, je vous laisse voir la suite. Alors je parle de culture parce qu'en effet, les constellations, la création des constellations, c'est un mélange de pareidolie, donc d'automatisme du cerveau, avec de la culture. En effet, les Grecs dans l'Antiquité y ont vu une ours. Pourquoi? Pour deux raisons. Parce que déjà, ils n'avaient pas de pollution lumineuse, donc le ciel était beaucoup plus sombre, et ils pouvaient voir non pas une queue et un corps, mais en plus une tête et quatre pattes, en reliant plus d'étoiles. Dans leur mythologie, il y avait un ours, donc ils avaient besoin d'un ours, donc ils ont vu un animal, donc ils ont vu un ours. Dans d'autres mythologies, peut-être qu'il y avait un loup, ils ont vu un loup. Quand on raconte des histoires avec le ciel, on peut aussi manquer certains personnages, il nous en manque, et donc on voit qu'il y a un trou entre deux constellations qui ressemblent à quelque chose. Dans ce trou, il n'y a rien de spécial, peut-être 2-3 étoiles, alors on les relie, ça ressemble à rien, mais on dit voilà, c'est les chiens de chasse, c'est le petit renard, parce qu'il y en avait besoin dans l'histoire. Donc voilà, les constellations, les systèmes de constellations, c'est un mélange de motifs reconnus par le cerveau, et de culture. Et d'ailleurs,
vous pouvez voir notamment sur Stellarium, le logiciel que j'utilise souvent dans mes vidéos, les différents systèmes de constellations inventés par les différentes cultures au cours de l'histoire. Vous avez les constellations chinoises, vous avez les constellations indiennes, les constellations amérindiennes, etc., etc. Par convention, à l'international, aujourd'hui, on a conservé en fait les constellations des Grecs de l'Antiquité pour l'hémisphère nord, donc qui contiennent la mythologie qu'on connaît bien en Europe avec différents dieux, différentes divinités et différents animaux mythologiques. Et dans l'hémisphère sud, on va plutôt retrouver des instruments de navigation, d'observation, des animaux exotiques, parce qu'on a conservé en fait les constellations créées par les navigateurs, les grands navigateurs européens. Je ne sais pas pourquoi on a conservé ces constellations-là, c'est une raison historique, je la connais pas actuellement, mais je pense que ça serait intéressant de m'y intéresser pour faire une vidéo sur le sujet. Mais on va pas en parler maintenant, nous ce qui nous intéresse c'est la constellation, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert. Alors pour aller plus loin, on va avoir besoin de rappeler 2-3 mots qu'on a vus dans l'épisode 4, notamment on a vu le mot ciel. Le mot ciel, c'est bien sûr ce qu'il y a en l'air, ce qu'on voit au-dessus de nous quand on est à la surface d'un corps céleste, alors une planète, un astéroïde, une lune, etc. Alors une étoile aussi, mais je vous déconseille d'aller marcher sur une étoile. Vous connaissez le jeu The Floor is Lava, là c'est pareil mais en pire. Ça brûle un peu. Et puis enfin, on a vu, là c'est ça qui va nous intéresser surtout, la sphère céleste. La sphère céleste, souvenez-vous, c'est ce qu'on obtient quand on projette l'équateur de la Terre, les pôles nord et sud géographiques et les autres coordonnées géographiques, la longitude et la latitude, jusqu'à l'infini. Ça s'appelle la sphère céleste. On a donc des pôles célestes, un équateur céleste et des coordonnées célestes. On a vu aussi la dernière fois que, on a une vision stéréoscopique. Notre cerveau analyse les images venant de nos deux yeux, qui voient le monde sous deux angles différents. Si je regarde un objet, ce verre par exemple, j'ai mon œil droit et mon œil gauche qui le voient avec deux angles différents, et mon cerveau analyse cela comme étant un objet en 3 dimensions. Et bien sûr, plus l'objet est loin, plus cet angle entre les deux yeux est petit, et plus on voit tout plat. On avait vu la dernière fois aussi, je dis la dernière fois mais c'est dans l'épisode 4 et pas 5, on avait vu que les montagnes au loin paraissaient toutes plates. Les étoiles sont extrêmement plus loin que les montagnes, donc vous verrez jamais la 3 dimensions dans le ciel. En tout cas, nos yeux ne peuvent pas la voir. Et donc, on a vu qu'on pouvait placer toutes les étoiles, en apparence, sur la sphère céleste. On peut également, du coup, on voit ça aujourd'hui, on peut y placer aussi tous les dessins qu'on a fait, donc toutes les constellations, et on obtient comme ça une carte du ciel, avec des coordonnées, d'une part, et puis des étoiles positionnées, et tous les dessins des constellations. Dans une constellation, bien sûr, toutes les étoiles sont à des distances différentes de nous. Vous pouvez tester sur Stellarium, vous prenez n'importe quelle constellation, vous cliquez sur les étoiles et vous verrez que la distance en années-lumière qui est donnée n'est jamais la même. C'est donc effectivement un problème de perspective, comme pour les montagnes au loin, vous êtes incapable de voir la 3 dimensions des constellations. Ce qui est difficile en astronomie, c'est justement le problème de la distance, parce que notre cerveau a envie de dire mais tout est pareil, puisque tout est tout plat. Et en fait, il faut s'affranchir de ça en utilisant des instruments et en utilisant des raisonnements un peu plus compliqués pour se rendre compte que l'univers est en 3 dimensions, mais effectivement, c'est un peu contre-intuitif. C'est quelque chose qui s'apprend et je vais essayer de vous apprendre tout ça au fil des vidéos. On peut commencer à se poser la question, à quoi ça sert les constellations? Alors au tout début, quand on n'avait pas encore la carte céleste, donc la sphère céleste, la carte du ciel, tout ça c'est la même chose, les humains s'en servaient pour raconter des histoires. Parce que dès qu'ils ont commencé à s'intéresser à leur environnement, donc bien avant l'Antiquité, à la préhistoire, j'imagine qu'il y avait des divinités, qui essayaient d'expliquer ce qui se passait autour d'eux, qui regardaient vers le ciel, et puis là, ça ressemble à un ours ou je ne sais pas quoi. Et puis après, on s'est servi des constellations pour se repérer, puisque quand on a commencé à comprendre un peu les points cardinaux, que l'étoile polaire ne bougeait pas, qu'elle était toujours vers le nord, ça servait à se repérer au sol, géographiquement, à voyager, etc. Et puis, on a aussi commencé à faire de l'agriculture, et ça c'était vachement utile, parce que les constellations, elles sont pas les mêmes en hiver et en été. Donc quand vous voyez apparaître Orion le matin, c'est qu'on s'approche de l'automne. Quand vous le voyez en pleine nuit,
Bah c'est que c'est l'hiver, si vous voyez le triangle d'été arriver, eh ben c'est que l'été approche. Donc c'est quand même assez pratique quand on n'a pas de calendrier très précis des saisons. Ensuite, à quoi ça a pu servir? Eh bien pour les navigateurs, puisque quand ils étaient sur l'océan, il n'y avait pas de GPS au début, donc ils avaient des horloges pour savoir quel décalage horaire ils étaient, en se basant sur les mesures de longitude, avec des sextants, tout ça, et donc les constellations, la carte du ciel était aussi d'une grande aide. Et enfin, dernière utilisation possible, c'est pour les astronomes eux-mêmes. Donc là, on va pouvoir utiliser une carte du ciel de plus en plus complexe pour se repérer et pour communiquer entre nous. Alors, qu'est-ce qu'on a rajouté sur cette carte du ciel? Eh bien, on peut tracer des frontières entre différentes zones du ciel contenant les constellations. Comme sur l'atlas routier, les frontières de département contiennent des routes, et bien là, les frontières de constellations contiennent les traits des constellations, mais pas que. Ces zones contiennent aussi toutes les étoiles qui ne sont pas dans les dessins. Donc dans la Grande Ourse, vous avez les étoiles qui font partie du dessin de l'ours, mais vous avez aussi tout un tas d'étoiles qui sont dans la zone de la Grande Ourse, mais qui ne font pas partie du dessin. Et bah, quand c'est comme ça, par exemple, devant le nom de l'étoile, on marque UMA pour Ursa Major, en latin. Dans ce qu'on appelle les catalogues d'étoiles, pour classer les étoiles, on met donc la constellation d'origine, on met les coordonnées célestes, et puis on peut mettre aussi la distance, on peut mettre plein de paramètres physiques, on peut mettre aussi qui les a étudiés, quel instrument a fait les mesures, etc. Donc les constellations, qui étaient à la base un dérivé des automatismes du cerveau et des cultures et des mythologies, sont peu à peu devenus des instruments très pratiques pour la culture humaine, pour l'agriculture, pour la navigation, pour se repérer géographiquement, et également pour étudier le ciel. On a gardé les constellations parce que c'est un outil très pratique pour les astronomes. On parle plus généralement d'astérisme, à ne pas confondre avec astérisque, ni avec astérix d'ailleurs. Et qu'est-ce qu'un astérisme? Eh ben, c'est un dessin dans le ciel, justement. Et la petite différence qu'il y a avec le mot constellation, c'est qu'un astérisme peut être plus grand ou plus petit, ou égal à une constellation. Par exemple, vous avez le triangle d'été, qui est un grand triangle dans le ciel, imaginaire toujours, qui relie Vega, Deneb et Altaïr, qui appartiennent respectivement aux constellations de la Lyre, du Cygne et de l'Aigle. Et c'est plus grand que les dites constellations. Mais si on prend un télescope et qu'on zoome quelque part, on va peut-être tomber sur un amas d'étoiles. Là, ce sont des étoiles qui sont ensemble, vraiment physiquement dans l'univers, mais ça peut former un dessin, donc un astérisme. On peut aussi regarder aux jumelles, dans la Voie lactée par exemple, on peut trouver des formes fortuites dues à la perspective, comme pour les constellations, mais en beaucoup plus petit. Par exemple, dans le triangle d'été, justement, en zoomant, on va voir qu'il y a un petit dessin d'étoile qui représente, pour certains, un porte-manteau, pour certains, un cintre. Voilà, ça s'appelle un astérisme. Bon, c'était juste une petite anecdote, mais déjà, si vous comprenez le mot constellation, c'est déjà très bien. Et en attendant les prochaines vidéos, n'oubliez pas, soyez dans la lune, mais gardez l'esprit critique. Salut, salut!